Aujourd'hui les gens, on a rendez-vous dans l'un des musées les plus étranges de France, le musée Robert Tatin. Ça n'a rien à voir avec la tarte tatin, je vous préviens de suite. C'est parti, let's go. Robert Tatin est né en 1902 à Laval en Mayenne. Il est arrivé ici en 1962 à l'âge de 60 ans. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, il a réalisé en 21 ans. Les 21 dernières années de sa vie. Ah c'est beau, il y a le soleil qui sort, c'est magnifique. Derrière nous, nous avons le point de départ du musée, la maison de Robert Tatin. Quand Robert Tatin est arrivé ici, la maison qui est derrière moi était une petite maison en ruine. Il a racheté et il a décidé de faire de cette maison une œuvre monumentale, une sculpture monumentale. Il est arrivé ici, mais il est aussi mort ici, avec sa pierre tombale qui est juste derrière moi, 1902-1983. C'est lui qui a designé sa propre pierre tombale. Initialement, Tatin avait prévu de faire l'entrée du musée dans la gueule du dragon qui est juste derrière moi. Puis après, par faute de place, ils ont décidé de faire l'entrée un peu plus loin, quoi, un endroit un peu plus grand. Ce dragon représente vraiment la quête de l'équilibre avec le bien et le mal. On a la sphère noire sous sa patte gauche et un cube blanc sous sa patte droite. Ça fait le noir et le blanc, le yin et le yang, l'équilibre, le bien, le mal. Au-dessus, la figurine symbolise l'homme, la femme et l'enfant. C'est un symbole d'avenir et de cycle de la vie. On remarque aussi que l'homme fait le signe de paix. Et la femme touche son ventre pour montrer que la vie se perpétue. Et on peut remarquer qu'il y a la Vierge Marie au fond de la gueule du dragon. C'est lui qui a posé la Vierge Marie ici. La Vierge Marie qui symbolise le fait qu'on doit rentrer dans le musée de façon virginale, de façon pure, sans avoir aucun a priori. Être neutre, ouvert. Ici, initialement, c'était un jardin abandonné de 500 mètres carrés. Et aujourd'hui, Tatin en a fait le jardin des méditations. C'est un lieu qui est né d'une méditation, mais aussi un lieu où on peut venir nous méditer ici. À côté de moi, on a une sorte d'obélisque, un totem, un menhir. On remarque qu'au fil du temps, les hommes dressent des cathédrales, dressent des tours Eiffel. Ça a toujours été important pour les hommes de dresser, de construire quelque chose vers le ciel, dans le but de répondre aux questions qu'ils se posent. Robert Tatin l'appelle Notre-Dame tout le monde. Il dédie ce totem à toute l'humanité. Ce monument coupe le musée en deux, l'est, l'ouest. Juste derrière moi se trouve la porte du soleil. Tous les matins, le soleil se lève juste derrière. Et le soleil se couche à l'ouest, derrière ce qu'on appelle la porte de la lune. D'un point de vue architectural, Robert Tatin s'est inspiré ici de l'Amérique du Sud. Et on peut remarquer plein de petites statuettes autour du bassin. Chaque statuette représente un mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Il a créé ça dans une démarche de cycle, de prendre son temps. Juste ici, on a la fée du bassin. Un homme et une femme collés dos à dos. C'est un personnage protecteur et créateur du musée. Derrière moi, petite subtilité, on a un escalier qui mène nulle part. On arrive en haut et il n'y a rien en fait. Et le but, c'est de porter notre regard vers le ciel. Robert Tatin a construit son musée dans la nature, mais en créant cet escalier vers le ciel, la nature participe aussi au musée. Et on remarque que tout autour du jardin, il y a plein de petites salles, plein de petites pièces. Venez, on va découvrir ensemble. Toutes ces salles autour du bassin ont été créées par Robert Tatin dans le but de présenter ses œuvres. Toutes ces peintures, toutes ces sculptures y sont présentées. Robert Tatin a des œuvres dans le monde entier. Celle-ci, par exemple, a été récupérée en Argentine. Ça montre à quel point il était connu mondialement. Ce qui était vachement intéressant avec Robert Tatin, c'est qu'il avait plein de façons différentes de s'exprimer, plein de styles différents de peinture. Souvent, un peintre, il va peindre toute sa vie de la même façon. Lui, rien à voir. Celui-ci, par exemple, est très coloré, plein de formes géométriques. On dirait un petit peu un vitrail. Et cette peinture-là est complètement différente de celle qu'on vient de voir à l'instant. Elle représente le joueur de foot Pelé qui donne un coup de tête dans un ballon. Tatin a rencontré Pelé et Pelé l'a beaucoup inspiré parce qu'à la base, Pelé vient des favelas. C'était vraiment une lueur d'espoir pour les jeunes des favelas pour s'en sortir en fait. Robert Tatin est mort pendant la construction de son musée. Concrètement, regardez à droite, le poteau est terminé. Il y a des moulures de la peinture, alors qu'ici, le poteau est vraiment brut avec le grillage et tout. En fait, il n'a pas eu le temps de finir complètement son musée. Il est décédé à 81 ans. Ici, nous sommes dans le jardin zen. Ça a été imaginé par Tatin, mais réalisé par son épouse. Chaque pierre représente une île et l'herbe représente une eau imaginaire. Et à chaque fois qu'on passe d'une île à une autre, on s'enrichit, on évolue mentalement de nouvelles connaissances. C'est beau. Le chemin sur lequel nous sommes représente un peu la rivière de la vie. Au début, il y a beaucoup d'embûches avec les grosses pierres qui se dressent sur notre chemin. Plus on avance, plus ça devient smooth, moins il y a de pierres, plus on est serein et paisible. L'œuvre qui est à côté de moi n'a pas été réalisée par Robert Tatin, mais par un autre artiste. En fait, Robert Tatin voulait vraiment que autour de sa maison, autour de son musée, ça devienne un village d'artistes. Du coup, il y a plein d'artistes qui ont mis leurs œuvres tout autour de la maison. Derrière moi, Tatin représentait ses 5 artistes préférés. Ces 5 artistes ont le même visage pour représenter un seul et unique artiste avec un grand A. On a Rembrandt, Van Gogh, Léonard de Vinci, Goya et Delacroix. Et devant chaque artiste, il y a une femme, sa muse, avec un symbole au-dessus de la tête représentatif de chaque artiste.
Ici, on a une allée avec plein de statues. Qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, juste un petit géranium. Un petit géranium. Initialement ici, c'est un chemin communal. Tout le monde pouvait circuler ici. Tatin a donc demandé à la mairie s'il pouvait mettre des statues de part et d'autre pour rendre hommage aux personnes qui l'ont inspiré. Ici, la statue de Jules Verne pour le côté science et voyage. Ici, Pablo Picasso pour le génie de la création, le génie de l'art. Ici, on a la statue de Toulouse-Lautrec, représentée avec une femme. Il était très proche des femmes du Moulin Rouge, etc. Au milieu, on a une femme qui était surnommée la Goulue. C'était un peu la chef du French Cancan. Et c'est aussi une des œuvres les plus connues de Toulouse-Lautrec. Ici, on a la statue de Suzanne Valadon et Utrillo, son fils. Cette relation mère-fils était un petit peu compliquée parce que la mère voulait que le fils devienne un grand artiste. Du coup, oui, le fils est devenu un grand artiste, mais il a eu une vie super compliquée. Il a été alcoolique à 8 ans, voilà. Ici, on a Alfred Jarry, le célèbre auteur de la pièce Ubu-Roi. Et comme Robert Tatin, il est né à Laval. Ici, cette sculpture représente la main d'Auguste Rodin. Fils d'Odin. J'ai regardé Marvel il y a pas longtemps. Ici, on a la main d'Auguste Rodin apposée sur le corps de sa compagne et élève Camille Claudel. Camille Claudel, très célèbre sculptrice de son temps. Ici, on a la sculpture de Léonore Fini. Elle était peintre, dessinatrice et elle adorait les chats. En plus, elle s'habillait un peu bizarrement. C'est pour ça qu'elle a été représentée avec un chat et des bottes. Elle assumait aussi son homosexualité, chose rare au début du XXe siècle. Gauguin, c'est l'image de l'artiste voyageur. Il est parti de la France pour voyager, traverser le monde. Un peu comme Robert Tatin. Ici, on a la sculpture de Seurat, célèbre artiste peintre qui a inventé le pointillisme. C'est le fait de mettre plein de points de différentes couleurs. Du coup, il y a une vibration de l'œil, ça rend un truc stylé. Tatin le voyait comme le magicien de la couleur. Ici, on a André Breton, l'inventeur du mouvement surréaliste, qui a proposé à Robert Tatin de rentrer dans ce mouvement, mais il a refusé pour garder sa liberté de penser. Mais encore, Douanier Rousseau, Maître Compagnon, la Vierge de l'Épine, Sainte-Anne, Verbavoir, Verbêtre, Jeanne d'Arc et Vercingétorix. Mais en quelle matière s'est fait tout ça alors? Il faut savoir que dessous, il y a un tuyau en ciment qui symbolise un peu la colonne vertébrale pour soutenir tout ça. Autour de ça, du grillage qui va donner l'allure de la statue et qui va servir aussi notamment à accrocher le ciment. Ciment qu'il va pouvoir modeler pour lui donner des formes un peu atypiques et originales. Et ensuite, tout est peint, tout est coloré. Couleur jaune, noir, blanc pour retrouver un côté minéral, pierre. Et ici, on a ce que Robert Tatin appelait la vraie tarte Tatin. Peu importe comment on additionne le chiffre dans la diagonale, ça donnera toujours 15. 1 plus 5 plus 9, 15. 7 plus 5 plus 3, 15. 2 plus 5 plus 8, 15. 4 plus 5 plus 6, 15, etc. Ok les gens, on arrive dans la vraie maison de Robert Tatin qui est restée en état. Ici on est dans l'entrée, c'est là où il écrivait son courrier. Les tampons qui sont juste ici, les stylos. Et on a juste ici la dernière œuvre de Robert Tatin. Et on a ici le dernier tube de peinture qu'il a utilisé, qui a même pas été refermé. On voit la peinture jaune qui sort et tout. C'est ouf. Là il y a des œuvres de sa femme Lise qui est toujours vivante actuellement, qui était céramiste. Ici on a sa première peinture qu'il a peint à 17 ans. C'est le jardin du Luxembourg à Paris. Ici nous sommes dans la pièce de vie de la maison. C'est lui qui a designé tout le mobilier qu'il y a ici dans la maison. Regardez le téléphone qui est juste ici, il date de 1965. C'était très rare à l'époque d'avoir un téléphone. On a même ici les gens, une vieille télécouleur qui date de l'époque. À l'époque il n'y avait pas de télécommande, on changeait les chaînes ici. Incroyable. Ici on est dans la cuisine, tout est resté en état. Les cuillères, les couteaux, les louches, les casseroles. Tout est bien organisé, tout est bien agencé. Un peu comme dans un restaurant ou une boucherie. Et juste derrière la cuisine, on a la salle de bain. Et on voit qu'il était pour son époque complètement en décalage avec la mode actuelle. Il avait 30 ans d'avance sur son époque. Bon, franchement c'est un petit côté mignon, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Pour un Airbnb un week-end, c'est nickel. Dites-moi dans les commentaires quel prochain lieu insolite en France ou ailleurs vous aimeriez que je visite. Dites-moi dans les commentaires. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Au revoir!